Crime et châtiment par Dostoïevski. Partie 18 du livre audio, 6e partie du roman, chapitre 1. Une étrange époque commença pour Raskolnikov. Un brouillard sembla l'envelopper, l'isoler, lui cacher toute issue possible. Se souvenant plus tard de cette période, il se rendait compte que sa conscience avait semblé s'obscurcir et que cet état avait persisté, entrecoupé de moments de lucidité jusqu'à la catastrophe finale. Il était fermement convaincu qu'il avait commis des erreurs à propos de bien des choses, par exemple au sujet de la succession, de la durée et des dates de certains événements. Du moins lorsqu'il fouillait dans ses souvenirs et qu'il essayait de s'expliquer ce qu'il se rappelait. Il apprit beaucoup de choses sur lui-même, en cédant des indications fournies par les autres. Il confondait les événements, il prenait certains faits pour la conséquence d'autres qui ne s'étaient produits que dans son imagination. Parfois, il était saisi d'une inquiétude maladive et pénible qui dégénérait en terreur panique. Mais il se rappelait aussi qu'il y avait des minutes, des heures, des jours même, où il était plein d'apathie, par opposition à ces terreurs passées, apathie semblable à l'indifférence morbide de certains mourants. En général, ces derniers jours, il avait essayé lui-même de se cacher la position exacte de sa situation. Certains problèmes quotidiens, qui exigeaient une solution immédiate, avaient fortement pesé sur lui. Il aurait été immensément heureux, pourtant, de se libérer de certains soucis qu'il ne pouvait négliger sous peine de se perdre totalement et irrémédiablement. À présent, ce qui l'inquiétait le plus, c'était l'intervention de Svidrigaïlov. On peut même dire que sa pensée s'était fixée sur lui. Depuis l'instant où il avait entendu les paroles, qui n'étaient que trop compréhensibles, de Svidrigaïlov, dans le logis de Sonia, au moment de la mort de Katerina Ivanovna, le cours habituel de ses pensées avait été dérangé. Malgré le fait que cet événement nouveau l'inquiétait extrêmement, Raskolnikov ne se hâtait pas de se faire une opinion à ce sujet. Parfois, lorsqu'il se trouvait être dans quelque quartier éloigné et isolé de la ville, dans quelque minable taverne, seul à une table, perdu dans ses pensées et se rappelant à peine comment il était tombé là, il se souvenait tout à coup de Svidrigaïlov. Il se rendait alors compte, avec inquiétude, qu'il faudrait au plus vite s'entendre avec cet homme et arrêter définitivement avec lui ce qui pouvait être arrêté. Un jour que ses pas l'avaient porté au-delà des barrières de la ville, il s'imagina qu'il attendait là Svidrigaïlov et qu'il avait rendez-vous avec lui à cet endroit. Une autre fois, il se réveilla à l'aube, quelque part dans les buissons, ne comprenant pas comment il avait échoué là. Du reste, pendant les 2 jours qui avaient suivi la mort de Katerina Ivanovna, il avait déjà rencontré plusieurs fois Svidrigaïlov, presque toujours chez Sonia, où il allait sans but précis pour quelques instants. Ils échangeaient quelques paroles, mais ils ne s'étaient jamais mis à parler de la chose essentielle, tout comme s'ils avaient convenu de se taire pour le moment. Le corps de Katerina Ivanovna reposait encore dans le cercueil. Svidrigaïlov s'occupait de l'enterrement. Sonia était aussi très affairée. Lors de leur dernière rencontre, Svidrigaïlov expliqua à Raskolnikov que ses démarches pour caser les enfants de Katerina Ivanovna avaient heureusement abouti, que grâce à ces relations, il avait pu toucher des gens par l'intervention desquels on avait pu placer les 3 orphelins dans une institution extrêmement convenable, que l'argent déposé à leur nom avait facilité les choses, parce qu'il est beaucoup plus facile de caser des orphelins qui possèdent un capital que ceux qui sont indigents. Il dit quelque chose au sujet de Sonia, il promit de passer un de ses jours chez Raskolnikov, et il remarqua entre autres qu'il voudrait bien prendre son conseil, qu'il fallait absolument qu'ils parlent ensemble, qu'il avait des affaires qui... Cette conversation eut lieu sur le palier. Svidrigaïlov regardait Raskolnikov fixement dans les yeux, et soudain, après un silence, il demanda
Mais pourquoi donc, Rodion Romanovitch, n'êtes-vous pas dans votre assiette? Vraiment, vous écoutez et vous regardez comme si vous ne compreniez pas. Reprenez courage. Attendez que nous puissions parler. Dommage que j'ai tant d'affaires, les miennes et celles des autres, qui m'occupent en ce moment. Ah là là, Rodion Romanovitch, ajouta-t-il tout à coup, tous les hommes ont besoin d'air, avant tout. Il s'écarta soudain pour laisser passer le prêtre et le chantre. Il venait pour célébrer l'office des morts. Svidrigaïlov avait donné ordre pour que cet office fût célébré ponctuellement 2 fois par jour. Il partit à ses occupations. Raskolnikov resta un moment sur place, à réfléchir, puis il pénétra à la suite du prêtre, dans le logis de Sonia. Il s'arrêta sur le seuil. L'office commençait, paisible, digne et triste. La conscience de la mort et la sensation de sa présence avaient toujours eu pour lui quelque chose de pénible, lui occasionnaient une sorte d'épouvante mystique, et il y avait déjà longtemps qu'il n'avait plus assisté à l'office des morts. Cette cérémonie provoquait en lui une autre sensation, terrible et inquiétante. Il regardait les enfants. Ils étaient tous agenouillés près du cercueil. Poletchka pleurait. Derrière eux, Sonia priait en pleurant doucement et, aurait-on dit, avec timidité. Elle ne m'a pas jeté un coup d'œil, ni dit un mot, ces jours-ci, pensa Raskolnikov. Le soleil éclairait brillamment la chambre. La fumée de l'encens montait en volutes épaisses et le prêtre lisait la prière des morts. Raskolnikov resta jusqu'à la fin de l'office. Lorsqu'il donna les bénédictions et qu'il prit congé, le prêtre regarda bizarrement autour de lui. Après la cérémonie, Raskolnikov s'approcha de Sonia. Celle-ci le prit par les 2 mains et mit sa tête sur l'épaule du jeune homme. Ce geste bref et amical étonna profondément Raskolnikov. Il trouva étrange qu'elle n'eût pas manifesté la moindre répugnance, le moindre dégoût pour lui, qu'elle n'eût pas eu le moindre tremblement de la main. C'était vraiment l'humiliation poussée à l'extrême. Du moins, est-ce ainsi qu'il le comprit. Sonia ne disait rien. Raskolnikov lui serra la main et sortit. Il était effroyablement accablé. S'il avait eu la possibilité d'aller, à cet instant, quelque part où il aurait été absolument seul, même pour la vie, il se serait considéré comme heureux. Mais le malheur était que, quoiqu'il fût toujours solitaire ces derniers temps, il ne se sentait jamais seul. Il lui arrivait de sortir hors de la ville, de s'engager sur une grande route. Une fois même, il avait pénétré dans une forêt. Mais plus l'endroit était solitaire, plus il sentait une présence proche et inquiétante. Une présence qui n'était pas effrayante, mais plutôt importune. Ce qui le faisait rentrer au plus vite en ville, se mêler à la foule, entrer dans une taverne, un débit de boissons, aller au marché Tolkouchi ou place Senoï. Là, il respirait plus facilement. Il se sentait davantage seul. Dans une taverne, un soir où des gens chantaient en chœur, il resta toute 1 heure à les écouter, et il se souvint plus tard que cette heure lui avait été très agréable. Mais, à la fin, il devint à nouveau inquiet. Il ressentit comme un remords. « Je reste là, à écouter des chansons. Est-ce bien cela que je devrais faire ?» pensa-t-il. Du reste, il comprit tout de suite que ce n'était pas la seule chose qui l'inquiétait. Il y avait quelque chose d'autre qui exigeait une solution immédiate, mais qu'il ne pouvait s'expliquer ni formuler clairement. Tout s'en mêlait. Non, mieux vaut avoir à lutter. Plutôt Porphyrie ou Svidrigaïlov, qu'on me lance à nouveau un défi, qu'on m'attaque. Oui, pensait-il. Il sortit de la taverne presque en courant. Il fut pris, Dieu sait pourquoi, d'une terreur panique à la pensée de Dounia et de sa mère. Ce fut cette nuit-là qu'il se réveilla à l'aube dans les buissons de l'île Krestovski, tout transi, tout fiévreux. Il revint vers son logis où il arriva au petit matin. Après un repos de quelques heures, la fièvre passa, mais quand il se leva, il était déjà fort tard dans l'après-midi. Il était près de 2 heures.
Il se souvint que c'était le jour des funérailles de Katerina Ivanovna et il fut heureux de n'y avoir pas assisté. Nastasia lui apporta de la nourriture. Il but et mangea avec grand appétit, presque avec avidité. Sa tête était plus fraîche et lui-même était plus tranquille qu'à aucun autre moment pendant ces 3 derniers jours. Il s'étonna même, un instant, de ces accès de terreur panique. La porte s'ouvrit et Razumikine pénétra dans la chambre. « Ah, il mange, donc il n'est pas malade, dit-il. » Il s'empara d'une chaise et s'assit en face de Raskolnikov. Il était alarmé et ne cherchait pas à le dissimuler. Il parlait avec quelque dépit, mais sans se hâter et sans hausser particulièrement la voix. On aurait dit qu'il avait pris une décision exceptionnelle. « Écoute, commença-t-il avec résolution. Pour moi, que le diable vous emporte tous. Ceci parce que je vois clairement, à présent, que je n'y comprends goutte. Je t'en prie, ne va pas t'imaginer que je veuille te tirer les vers du nez. Je crache dessus. Il ne m'en faut pas. Tu te mettrais à me dévoiler tous tes secrets que je ne voudrais peut-être pas t'écouter. Je cracherais et je partirais. Je suis venu pour apprendre personnellement et définitivement, s'il est vrai, en premier lieu, que tu es fou. Tu vois, il y a des gens, là-bas, quelque part, qui sont convaincus que tu es fou, ou enclins à le devenir. Je t'avoue que je suis moi-même fort porté à soutenir cette opinion. En premier lieu, à en juger d'après tes actes absurdes et sordides, actes que rien ne peut expliquer. En second lieu, d'après ta récente conduite vis-à-vis de ta mère et de ta sœur. Seul un monstre ou un infâme individu, si ce n'est pas un fou, aurait pu agir ainsi avec elle. Par conséquent, j'en conclus que tu es fou. Il y a longtemps que tu les as vus ? Je les quitte. Et toi ? Depuis quand ne les as-tu plus vus ? Où traînes-tu toujours comme tu le fais ? Dis-le-moi, je te prie. Je suis déjà venu 3 fois chez toi. Ta mère est sérieusement malade depuis hier. Elle voulait venir ici. Avdotia Romanovna essaya de la retenir. Elle n'a rien voulu entendre. S'il dit qu'il est malade, si son esprit se trouble, qui pourrait le secourir sinon sa mère ? Alors nous sommes arrivés ici tous ensemble. Parce qu'on ne pouvait pas la laisser seule, n'est-ce pas ? Tout le long du chemin, nous l'avons suppliée de se calmer. Nous entrons. Tu n'y es pas. C'est là qu'elle s'est assise. Elle reste 10 minutes à t'attendre. Nous restons à côté d'elle. Elle se lève et dit « S'il sort et que par conséquent, il est bien portant, c'est donc qu'il a oublié sa mère. Alors il n'est pas convenable, ni décent, pour celle-ci, de rester sur le seuil à attendre une caresse, comme une aumône, la main tendue. Elle rentre chez elle et elle se met au lit. Maintenant, elle a la fièvre. « Je vois, dit-elle, qu'il a du temps pour sa petite amie. Elle pense que ta petite amie est Sofia Semyonovna, ta fiancée ou ta maîtresse, je ne sais pas. Alors je vais chez Sofia Semyonovna pour voir de quoi il s'agit. J'arrive et je vois le cercueil et les enfants qui pleurent. Sofia Semyonovna leur fait essayer leur robe de deuil. Toi, tu n'es pas là. Je regarde, je m'excuse, je m'en vais et je fais le rapport à Avdotia Romanovna. Tout cela n'est donc que bêtise. Il ne s'agit pas de petite amie. Et par conséquent, il s'agit de folie. Mais voici, je vois que tu t'empiffres de bœuf bouilli comme si tu n'avais plus mangé depuis 3 jours. Il est vrai que les fous mangent aussi. Et pourtant, malgré le fait que tu n'as pas dit 2 mots, tu n'es pas fou. Je suis prêt à le jurer. Tu n'es pas fou, c'est évident. Alors, que le diable vous emporte tous, car il y a là quelques mystères, quelques secrets, et je ne suis pas disposé à me casser la tête avec vos secrets. Je suis venu que pour crier une bonne fois, conclut-il, pour me soulager, et je sais ce que je dois faire maintenant. Alors, que veux-tu faire ? Cela te regarde-t-il, ce que je veux faire ? Prends garde, tu vas te mettre à boire. Comment ? Comment le sais-tu ? Allons, allons. Razumikine se tut 1 minute. Tu as toujours été un homme judicieux, et tu n'as jamais été fou,
remarqua-t-il soudain avec feu. C'est ainsi. Je vais me mettre à boire. Adieu. Et il fit un mouvement pour s'en aller. Je crois bien avoir parlé de toi avec ma sœur il y a 3 jours, Razumikine. De moi? Mais où as-tu pu la voir il y a 3 jours? Dit celui-ci qui s'arrêta et pâlit même un peu. On pouvait deviner que son cœur s'était mis à battre avec force dans sa poitrine. Elle est venue ici, seule. Elle est restée à me parler. Elle? Oui, elle. Qu'as-tu dit? Je veux dire, à mon sujet. Je lui ai dit que tu es un homme excellent, très honnête et travailleur. Je ne lui ai pas dit que tu l'aimes, car elle le sait sans cela. Elle le sait sans cela? Bien sûr. Où que j'aille, quoi qu'il m'arrive, tu dois être leur providence. Pour ainsi dire, je les remets entre tes mains, Razumikine. Je te le dis parce que je sais, à coup sûr, que tu l'aimes et que je suis convaincu de la pureté de ton cœur. Je sais également qu'elle peut aussi t'aimer, que, peut-être, elle t'aime déjà. À présent, décide toi-même s'il vaut mieux te mettre à boire. Rodka? Eh bien, par tous les démons. Et toi, où veux-tu aller? Vois-tu, si tout cela est secret, laisse. Mais je connaîtrai le secret. Et je suis sûr que c'est nécessairement quelque bêtise, une vétille dont il est superflu de parler, et que tu as voulu monter une énorme farce. Mais, après tout, tu es un type excellent. Je te dis, excellent. Et moi, je voulais précisément ajouter que tu as fort bien fait en décidant, tout à l'heure, de ne pas chercher à percer ses secrets. Laisse ça pour le moment. Ne te donne pas de mal. Tu sauras tout en son temps. Lorsqu'il faudra. Hier, quelqu'un m'a dit qu'il faut de l'air à un homme. De l'air, de l'air. Je veux aller voir cet homme aujourd'hui et lui demander ce qu'il entend par là. Razumikine restait debout, pensif et agité. Il réfléchissait à une idée qui lui était venue. C'est un conspirateur politique, c'est sûr, et il se trouve à la veille d'un pas décisif, certainement. Autrement, c'est impossible, et Dounia le sait, pensa-t-il. Alors, Avdotia Romanovna vient te voir, prononça-t-il en scandant les mots. Et toi, tu te proposes d'aller voir l'homme qui te dit qu'il faut plus d'air. Plus d'air. Et, par conséquent, cette lettre a la même origine, conclut-il, comme s'il se parlait à lui-même. Quelle lettre? Elle a reçu, aujourd'hui, une lettre qui l'a beaucoup inquiétée. Beaucoup. Même trop. J'ai commencé à parler de toi. Elle m'a demandé de me taire. Après, elle m'a dit qu'il était possible que nous devions nous quitter très bientôt. Ensuite, elle s'est mise à me remercier chaudement pour quelque chose. Puis elle s'est retirée chez elle et elle s'est enfermée. Elle avait reçu une lettre? Redemanda pensivement Raskolnikov. Oui, tu ne le savais pas? Ils se turent un instant. Au revoir, Rodion. Moi, mon vieux, il y avait eu un moment, mais après tout, au revoir, tu vois, il y avait eu un moment. Au revoir, je dois partir. Je ne me mettrai pas à boire. Ce n'est plus nécessaire. Il se hâtait. Il avait presque refermé la porte sur lui lorsqu'il l'ouvrit à nouveau et dit, en regardant de côté. À propos, tu te souviens de cet assassinat, tu sais, Porphyrie, la vieille, etc. Eh bien, sache que l'assassin est découvert. Il a avoué lui-même et il a apporté toutes les preuves. C'est l'un de ses ouvriers, de ses peintres. Imagine-toi, tu t'en souviens, que je les avais défendus ici même. Croiras-tu que toute cette scène de bagarre et de rire avec son camarade sur l'escalier, lorsque les autres, le portier et les 2 témoins, montaient voir eh bien, croirais-tu qu'il avait monté cette scène pour détourner les soupçons? Quelle astuce! Quelle présence d'esprit chez ce Blanc-bec! Il serait difficile de le croire,
Mais il a tout expliqué. Il a avoué. Je me suis laissé attraper. Eh bien, d'après moi, c'est un génie de la dissimulation, de la présence d'esprit, de l'alibi juridique, et par conséquent, il n'y a pas lieu de s'étonner particulièrement. De tels hommes peuvent exister. Je le crois d'autant plus qu'il n'a pas su tenir son rôle et qu'il a avoué. Mais comment, moi, me suis-je laissé prendre ? J'étais prêt à mettre ma main au feu qu'il était innocent. Explique-moi, je te prie, comment tu as appris cela, et pourquoi ça t'intéresse tellement ? Demanda Raskolnikov, visiblement agité. En voilà une question. Pourquoi ça m'intéresse ? Ça. Je l'ai appris par Porphyrie, d'autres l'ont entendu aussi, mais c'est par lui que j'ai presque tout appris. Par Porphyrie ? Oui. Que dit-il ? Demanda Raskolnikov avec effroi. Il m'a très bien expliqué. Il me l'a expliqué psychologiquement à sa manière. Il te l'a expliqué ? Il te l'a expliqué lui-même ? Oui, lui-même. Au revoir, je te raconterai encore quelque chose plus tard. Maintenant, j'ai affaire. Il y eut un moment où je pensais... Eh bien, c'est fini. Plus tard. Pourquoi me saoulerais-je maintenant ? Tu m'as saoulé sans vain. À présent. Bon, au revoir. Je viendrai te voir très bientôt. Il sortit. C'est un conspirateur politique. C'est certain, décida définitivement Razumikine en descendant l'escalier. Et il a entraîné sa sœur. Cela est très possible, étant donné le caractère d'Avdotia Romanovna. Ils ont eu un rendez-vous. Elle y a fait allusion. C'est ainsi, si l'on se rappelle ses paroles, ses allusions. Et puis, comment pourrait-on expliquer autrement cet embrouillamini ? Et moi qui pensais. Oh mon Dieu, qu'allais-je imaginer ? Oui, c'était une aberration. Je suis coupable vis-à-vis de lui. C'est lui-même qui m'avait troublé l'entendement l'autre jour, sous la lampe, dans le corridor. Ouais. Quelle pensée détestable, grossière, vile de ma part. Quel brave type, Mikolka, d'avoir avoué. D'ailleurs, tout ce qui s'est passé ces temps-ci s'explique maintenant. Cette maladie, ses actes étranges et avant, bien avant, sa conduite lorsqu'il était encore à l'université. Il était toujours si sombre et si renfrogné. Mais que signifie cette lettre ? Il y a aussi quelque chose là. Qui l'a envoyée ? Je soupçonne. Eh bien, je tirerai tout ça au clair. Sa pensée se reporta sur Dounia. Il se rendit compte de tout ce que l'aventure signifiait pour elle et son cœur se glaça. Il sursauta et se mit à courir. Lorsque Razumikine fut parti, Raskolnikov se leva, se dirigea vers la fenêtre, alla buter contre le mur, dans un coin, puis contre un autre, comme s'il avait perdu de vue l'étroitesse de son réduit, et il s'assit de nouveau sur le divan. Il ressentait en lui-même un renouveau. Il allait avoir à lutter. Donc, une issue était possible. Oui, l'issue était possible. L'atmosphère où il vivait sentait vraiment trop le renfermer. Il était oppressé, douloureusement oppressé. Un vertige l'envahissait. Il étouffait depuis la scène avec Mikolka chez Porphyrie. Après cela, le même jour, avait eu lieu la scène chez Sonia qui s'était jouée et terminée autrement qu'il ne l'avait prévu. Il avait donc eu un moment de faiblesse, car il avait bien convenu lui-même avec Sonia, sincèrement, qu'il lui était impossible de vivre avec un tel poids sur le cœur. Et Svidrigaïlov constituait une énigme qui l'inquiétait, c'est vrai, mais d'une autre manière. Sans doute aurait-il à lutter avec lui aussi, mais cette lutte constituait peut-être également une issue. Mais Porphyrie, c'était une autre histoire. Alors Porphyrie lui-même a expliqué la chose à Razumikine. Il l'a expliqué psychologiquement. Il a, de nouveau, mis en branle sa maudite psychologie.
Porphyrie. Porphyrie aurait donc cru, ne fût-ce qu'une minute, que Nikolka était le coupable après la conversation qu'ils avaient eue en tête-à-tête avant l'arrivée de Mikolka, conversation pour laquelle on ne pouvait trouver qu'une seule interprétation convenable. Des lambeaux de cette scène lui étaient revenus en mémoire de temps à autre, ces jours-ci. Il n'aurait pu supporter de se rappeler la scène tout entière. De telles paroles avaient été prononcées entre eux, de tels gestes, de tels mouvements avaient été faits, de tels coups d'œil avaient été échangés, certains mots avaient été prononcés avec une telle expression, ils en étaient arrivés à un tel point, que ce n'est pas Mikolka qui aurait pu ébranler les fondements des convictions de Porphyrie, ce Mikolka que Porphyrie avait deviné au premier mot, au premier geste. Pensez. Razumikine lui-même avait eu la puce à l'oreille. La scène dans le corridor, près de la lampe, avait fait son effet. Il s'était précipité chez Porphyrie. Mais pourquoi donc celui-ci s'était-il mis à le mystifier ? Pour quelle raison voulait-il détourner l'attention de Razumikine sur Mikolka ? Il a sûrement combiné quelque chose. Son attitude a un but, mais lequel ? Il est vrai que bien du temps s'est écoulé depuis ce matin-là, trop de temps, et Porphyrie n'a pas donné de ses nouvelles. Eh bien, c'est mauvais signe. Raskolnikov prit sa casquette et s'apprêta à sortir. C'était le premier jour depuis tout ce temps où il se sentait l'esprit lucide. « Il faut régler cette affaire avec Svidrigaïlov », pensa-t-il, « et au plus vite, à tout prix. Celui-ci attend d'ailleurs aussi que je vienne moi-même chez lui. » En cet instant, une telle haine souleva son cœur fatigué qu'il aurait bien tué, s'il l'avait pu, un de ses deux ennemis, Svidrigaïlov ou Porphyrie. Tout au moins, il sentit que, sinon immédiatement, du moins plus tard, il serait capable de faire cela. « nous verrons, répétait-il à part soi. Il venait à peine d'ouvrir la porte du palier qu'il buta contre Porphyrie. Celui-ci était sur le point d'entrer dans la chambre. Raskolnikov resta figé sur place un instant, mais un instant à peine. Il était étrange qu'il ne s'étonnât pas trop de voir Porphyrie et qu'il ne s'en effraya presque pas. Il frissonna, puis, en un instant, il fut prêt. C'est peut-être le dénouement ? Mais comment a-t-il fait pour arriver si doucement, comme un chat, sans que j'entende rien ? Serait-il possible qu'il eût écouté à la porte ? « Vous ne vous attendiez pas à ma visite, Rodion Romanovitch » s'écria en riant Porphyri Petrovitch. « Il y a déjà longtemps que je voulais passer chez vous. Il m'arrivait de me demander pourquoi ne pas aller un moment chez lui. Vous partiez ? Je ne vous retiendrai pas. Le temps de fumer une cigarette, si vous le permettez. »« Mais asseyez-vous, Porphyri Petrovitch, asseyez-vous, » disait Raskolnikov en installant son visiteur, avec un air apparemment si content, si amical, qu'il se serait admiré lui-même s'il avait pu se voir. Il ramassait ainsi le restant de son courage. Il arrive qu'un brigand inspire à un homme une demi-heure de mortelle angoisse, et que celle-ci se dissipe lorsqu'il lui met définitivement le couteau sur la gorge. Raskolnikov s'était assis directement en face de Porphyrie et le regardait sans sourciller. Porphyrie cligna des yeux et se mit en devoir d'allumer sa cigarette. « Allons, parle donc, criait en lui-même Raskolnikov. « Eh bien quoi ? Pourquoi ne parles-tu pas ?» Chapitre 2. Ah, ces cigarettes, commença Porphyri Petrovitch, qui avait enfin allumé la sienne et rejeté une bouffée de fumée. C'est une vraie nuisance, et je ne puis m'en passer. Je tousse, la gorge me gratte, et j'ai de l'asthme. Je suis peureux, vous savez. Je suis allé hier chez B. Il examine chaque malade une demi-heure au minimum. Eh bien, il s'est esclaffé en me voyant, et puis il s'est mis à m'ausculter et à me tapoter. Entre autres, me dit-il enfin, le tabac ne vous vaut rien, vos poumons sont dilatés. Mais comment ferais-je pour ne plus fumer ? Par quoi vais-je remplacer le tabac ?
Je ne bois pas. Voilà le malheur. Hé, hé, hé. C'est un malheur que je ne boive pas. Tout est relatif, Rodion Romanovitch. Tout est relatif. Eh bien, il a l'air de vouloir reprendre ses vieux procédés, pensa Raskolnikov avec dégoût. Il se rappela leur dernière entrevue, et la même sensation qu'alors afflua de nouveau à son cœur. « Je suis déjà venu chez vous un soir, il y a 3 jours, vous ne le saviez pas ?» continua Porfiri Petrovitch en examinant la chambre. « Cela s'est fait comme aujourd'hui. Je passais par ici, et je me suis dit, si je lui faisais une petite visite. J'entre, la porte est grande ouverte. Je regarde, j'attends un peu, et puis je sors sans rien dire à la servante. Vous ne fermez pas la porte à clé ?» Le visage de Raskolnikov se rembrunissait de plus en plus. Porfiri sembla deviner ses pensées. « Je suis venu m'expliquer, Rodion Romanovitch. Très cher, je suis venu m'expliquer. Je vous dois des explications. Je vous en dois, continua-t-il avec un sourire, et il donna une petite tape de la main sur le genou de Raskolnikov. Mais presque en même temps, son visage prit une mine sérieuse et préoccupée. Il sembla même se voiler de tristesse, à l'étonnement de Raskolnikov. Celui-ci ne lui avait jamais connu une telle expression, et il n'aurait même pas soupçonné que cela fût possible. « Une scène bizarre a eu lieu dernièrement entre nous, Rodion Romanovitch. Il est vrai que, lors de notre première rencontre, il s'était aussi produit une scène bizarre. Enfin, à présent, c'est bien égal. Voici, je suis peut-être très coupable vis-à-vis de vous, je le sens. Vous vous souvenez comment nous nous sommes quittés. Vos nerfs étaient à bout et vos genoux tremblaient. Mes nerfs à moi étaient aussi à bout et mes genoux tremblaient également. Et vous savez, notre entrevue a joliment manqué de distinction. Nous n'avons pas agi comme des gentlemen. Nous sommes des gentlemen pourtant. C'est-à-dire, nous sommes avant tout des gentlemen. Il faut s'en souvenir. Rappelez-vous jusqu'où nous en sommes venus. Ce n'était même pas convenable. Eh bien, pour qui me prend-il ? Se demanda Raskolnikov avec stupéfaction et en regardant vivement Porfiri. Je suis arrivé à la conclusion que nous ferions mieux d'agir maintenant avec franchise, continua Porfiri Petrovitch, la tête rejetée un peu en arrière et les yeux baissés, comme s'il ne voulait plus troubler son ancienne victime par son regard, et comme s'il avait décidé de négliger ses anciens procédés et ses anciennes ruses. Oui, on ne peut s'éterniser longtemps sur de tels soupçons, ni répéter souvent de telles séances. C'est Mikolka qui nous a départagés cette fois-là, sinon je ne sais pas où nous en serions venus. Ce maudit bonhomme était resté tout ce temps derrière la cloison. Pouvez-vous imaginer cela ? Vous le savez, évidemment. Je sais d'ailleurs aussi qu'il est venu vous voir après. Mais ce que vous avez supposé alors n'existait pas. Je n'avais encore envoyé chercher personne à ce moment, et je n'avais donné aucun ordre. Vous me demanderez pourquoi je n'avais pas donné d'ordre. Comment vous dire ? Cela m'aurait choqué moi-même à ce moment-là. J'ai eu de la peine à me décider à envoyer chercher les portiers. Alors, les avez-vous au moins remarqués, les portiers, en passant ? Une certaine idée m'était venue en éclair. Vous voyez, j'étais vraiment trop convaincu, Rodion Romanovitch. Je vais, pensai-je, empoigner l'un, même si je dois lâcher l'autre pour ça. Au moins, le mien, je ne le lâcherai pas. Vous êtes vraiment trop irritable, Rodion Romanovitch, irritable par nature. Vraiment trop irritable étant donné toutes les particularités de votre caractère et de votre cœur que je me flatte d'avoir compris. Évidemment, je ne pouvais me rendre compte, même moi, en ce moment-là, qu'il n'arrive pas souvent qu'un accusé se lève tout à coup et vous livre toute l'histoire jusqu'au fond. Cela arrive, notez bien, surtout lorsqu'on pousse l'homme hors de lui, mais en tout cas, c'est assez rare. Ça, je l'ai compris. Eh bien, me dis-je, il me faut un petit bout de fait. Rien qu'un petit bout de fait de rien du tout, un seul, mais qu'on puisse s'en saisir à pleine main, que ce soit un fait et non pas de la pure psychologie. Parce que, pensais-je, si l'homme est coupable, on peut toujours s'attendre à ce qu'il vous livre quelque chose de positif.
Il est même permis de compter sur un résultat tout à fait inattendu. Alors, j'ai compté sur votre caractère, Rodion Romanovitch. J'ai surtout compté sur votre caractère. Je comptais vraiment beaucoup sur vous. Mais que me racontez-vous là, maintenant ?» bredouilla Raskolnikov, ne comprenant pas très bien le sens des paroles de Porphyri. « De quoi parle-t-il » se demandait-il, perplexe. « Est-il possible qu'il me croie vraiment innocent ?»« Ce que je vous raconte, mais je suis venu m'expliquer. Je considère, pour ainsi dire, cette démarche comme un devoir sacré. Je veux vous exposer tout jusqu'au fin fond de l'affaire. Je veux vous dire comment tout s'est passé, toute cette histoire d'obscurcissement de la pensée, pour ainsi dire. Je vous ai fait beaucoup souffrir, Rodion Romanovitch, mais je ne suis pas un monstre. Moi aussi, je suis capable de comprendre combien il est dur de supporter tout cela pour un homme accablé mais fier, autoritaire et impatient. Et surtout impatient. Je vous considère, en tout cas, comme un homme des plus honorables, et je crois que votre caractère n'est pas dépourvu de générosité. Quoique je n'ai pas en tout les mêmes convictions que vous. Je considère comme mon devoir de vous le déclarer, car je ne veux pour rien au monde vous tromper. Je me suis senti de l'attachement pour vous lorsque j'ai compris votre caractère. Peut-être allez-vous vous moquer de mes paroles ? Vous en avez le droit. Je sais que je vous ai déplu au premier coup d'œil, car, en somme, il n'y a rien en moi qui puisse plaire. Comprenez cela comme vous voudrez, mais je veux immédiatement, de mon côté, essayer d'effacer, par tous les moyens, l'impression que je vous ai produite, et vous prouver que j'ai un cœur et une conscience. Je parle sincèrement. » Porphyri Petrovitch s'interrompit avec dignité. Raskolnikov sentit affluer en lui une nouvelle terreur. La pensée que Porphyri le croyait innocent commença soudain à l'effrayer. « Il n'est sans doute pas nécessaire de raconter en détail tout ce qui s'est passé, » continua Porphyri Petrovitch. « Je pense même que ce serait superflu. Et puis, pourrais-je le faire ? Car comment voulez-vous que j'explique cela en détail ? D'abord, il y a eu des bruits. Je pense qu'il est également superflu de dire quels étaient ces bruits, de qui ils provenaient, quand ils prirent naissance, et à quel propos vous fûtes mêlés à l'affaire. En ce qui me concerne, cela débuta par un coup de hasard absolument fortuit, qui, au sens le plus strict de cette expression, aurait pu se produire ou ne pas se produire. Quel coup de hasard ? Je pense qu'il est aussi inutile de le dire. Tout ça, bruit et coup de hasard, a fait naître en moi une idée. J'avoue franchement, car si l'on se met à avouer, il faut aller jusqu'au bout. C'est moi qui ai, le premier, flairé votre piste. Toutes ces histoires, ces inscriptions de la vieille sur les emballages, par exemple, etc., etc., ce sont des bêtises. On les compte par centaines, des indices de cette nature. J'ai eu aussi la chance d'apprendre en détail la scène du commissariat. C'est aussi un coup du hasard. Et je ne l'ai pas appris par des oui-dire, mais par un narrateur exceptionnel, capital, qui, sans s'en rendre compte, avait merveilleusement pénétré l'atmosphère de la scène. Tout ça s'accumulait, Rodion Romanovitch, très cher. Alors, comment auriez-vous voulu que tout cet ensemble n'attirât pas mon attention dans une certaine direction ? Sans lapin ne font jamais un cheval, sans soupçon ne font jamais une preuve. C'est ce que dit un proverbe anglais. Et ce n'est que du bon sens. Il faut essayer d'autre part de maîtriser ses passions, car le juge d'instruction est un homme comme les autres. Alors, je me suis souvenu de votre article, publié dans ce journal. Vous vous rappelez ? On en a discuté les détails lors de votre première visite. Je me suis permis de me moquer de vous, alors, mais ce n'était que pour vous pousser à quelques faux pas. Je vous le répète, vous êtes fort impatient et fort malade, Rodion Romanovitch. Que vous soyez audacieux, arrogant, sérieux, et que vous ayez beaucoup ressenti, ça, je le savais depuis longtemps. Toutes ces sensations m'étaient connues, et j'ai abordé votre article comme une vieille connaissance.
Il a été conçu au long de nuits sans sommeil, dans le délire, le cœur battant à force d'enthousiasme refoulé. Et il est dangereux, cet enthousiasme refoulé, orgueilleux, d'un jeune homme. Je me suis moqué de vous alors, et maintenant je vous dirai que j'aime terriblement. J'aime comme un amateur, veux-je dire, ce premier, ce juvénile, cet ardent essai de la plume, de la fumée, de la brume, le son clair d'une corde pincée dans le brouillard. Votre article est absurde et fantastique, mais il a un tel accent de sincérité. Il y a là de la fierté jeune et incorruptible. Il y a là l'audace du désespoir. Il est sombre, votre article, mais il est très bien réussi. J'ai lu votre article, et je l'ai rangé. Et lorsque je l'eus mis de côté, j'ai pensé, eh bien, les choses n'en finissent pas là avec cet homme. Dites-moi comment, étant en possession d'un tel antécédent, ne pas se laisser séduire par un tel conséquent. Oh, mon Dieu, mais est-ce que je vous affirme quelque chose? Je n'avais fait que le remarquer. Je ne pense rien du tout. Il n'y a rien là-dedans, absolument rien du tout, et il ne peut rien y avoir. Et puis, il n'est pas du tout convenable pour un juge d'instruction de se laisser ainsi séduire. J'ai Mikolka sur les bras. Mikolka avec un tas de faits. Peu importe les à côté, mais les faits sont les faits. Et il apporte son argumentation psychologique avec lui. Il faut s'en occuper. C'est une affaire de vie ou de mort. Pourquoi je vous explique tout ça? Me demanderez-vous? Pour que vous le sachiez, et pour que vous, un homme intelligent et sensible, ne m'accusiez pas d'avoir agi méchamment à votre égard. Je n'ai pas agi méchamment, je vous le dis sincèrement. Et vous pensez que je n'ai pas fait de perquisition chez vous, alors? Je l'ai faite, je l'ai faite, je l'ai faite lorsque vous étiez malade et au lit, très cher. Cela n'a été fait ni officiellement, ni personnellement, mais cela a été fait. Tout a été examiné, jusqu'au dernier poil, mais umsonst. Et j'ai pensé, maintenant, cet homme viendra de lui-même, et fort bientôt. Puisqu'il est coupable, il viendra immanquablement. Un autre ne viendrait pas, mais celui-ci viendra. Vous souvenez-vous, comme M. Razumikine a commencé à vendre la mèche? Cela nous l'avions arrangé pour vous alarmer. Nous avions fait exprès de lancer cette rumeur pour qu'il vous vende la mèche, car nous savions que Razumikine est homme à ne pas savoir contenir son indignation. C'est M. Zametov que votre colère et votre audace ouverte frappèrent d'abord. Comment est-il possible de déclarer « j'ai tué » brusquement dans un café? C'est trop audacieux, trop imprudent, et si, pensais-je, il est coupable, dans ce cas, c'est un terrible lutteur. C'est alors que l'idée m'est venue. Je me suis mise à vous attendre. Je me suis mis à vous attendre de toutes mes forces. Quant à Zametov, il fut littéralement anéanti et le hic, c'est précisément que cette maudite psychologie est une arme à deux tranchants. Alors, je me mets à vous attendre et voici que le bon Dieu vous envoie. Mon cœur ne fait qu'un bond. Et pourquoi êtes-vous donc venu, alors? Et votre rire, lorsque vous êtes entré? Vous vous souvenez, votre rire m'a fait tout deviner. J'ai vu à travers vous comme à travers un cristal. Dire que si je ne vous avais pas attendu de cette façon spéciale, je n'aurais rien trouvé d'insolite à votre rire. Voilà ce que c'est que d'être à l'affût. Et alors, M. Razumikine, ah, la pierre, vous vous souvenez, la pierre sous laquelle sont cachés les objets? C'est comme si je la voyais là, quelque part, dans un potager. Vous avez bien parlé de potager à Zametov, puis à moi, la deuxième fois. Et quand nous nous sommes mis à examiner votre article en détail, lorsque vous l'avez exposé, eh bien, je comprenais chaque mot 2 fois, tout comme si chaque mot était flanqué d'un autre. Bon, Rodion Romanovitch, c'est ainsi que j'en suis arrivé au dernier pilier. Je me suis cogné la tête et je me suis réveillé. Eh bien, où avais-je la tête?
Mais si l'on voulait, on pourrait retourner toute l'argumentation sans dessus-dessous, et ainsi retournée, elle semblerait encore plus naturelle. Une torture. Non, pensai-je, il me faudrait à tout prix un petit bout de fait. Et alors j'ai entendu parler de l'histoire de la sonnette, et ma respiration en fut coupée. Je me suis même mis à frissonner. Eh bien, pensai-je, le voilà, le petit bout de fait. C'est ce que j'avais attendu, et je n'ai même pas pris la peine de réfléchir, je n'en avais pas envie. J'aurais bien donné 1000 roubles de ma bourse pour vous avoir vu de mes propres yeux lorsque vous avez marché 100 pas à côté de l'homme qui vous avait jeté assassin à la face, et que tout au long de ces 100 pas, vous n'avez pas osé lui poser une seule question. Et encore, ce froid dans votre moelle épinière, et cette sonnette dont vous avez parlé pendant votre maladie, dans un demi-délire. En un mot, Rodion Romanovitch, pourquoi s'étonner après tout cela que j'ai joué ce jeu avec vous? Et pourquoi êtes-vous venu précisément à ce moment-là? On aurait dit que quelqu'un vous poussait, je vous le jure. Et si Mikolka ne nous avait pas départagés, alors... Vous souvenez-vous de Mikolka à cet instant-là? Avez-vous bien retenu tout ce qu'il a fait et dit? Mais c'était un coup de tonnerre. Mais c'était la foudre qui tombait du ciel. Eh bien, avez-vous vu comme je l'ai reçu? Je n'ai pas cru à la foudre du ciel, vous l'avez bien vu. Mais quoi? Après votre départ, lorsqu'il s'est mis à répondre fort logiquement à certaines questions, je me suis étonnée. Mais je n'ai quand même pas cru un mot de ce qu'il racontait. Voilà ce que c'est que de s'entêter, de s'endurcir dans une idée. Non, pensai-je, grand merci, ce n'est pas un coup pour Mikolka. Razumikine vient de me dire que vous continuez à charger Nikolaï et que vous lui aviez vous-même affirmé. Le souffle lui manqua, et il n'acheva pas. Il écoutait, avec une inexprimable émotion, comment l'homme qui l'avait percé à jour reniait ses paroles. Il ne le croyait pas, et craignait de le croire. Dans les phrases ambiguës qu'il entendait, il cherchait avidement quelque chose de plus précis et de plus positif. « Ah, voilà! Monsieur Razumikine !» s'écria Porphyri Petrovitch, comme s'il était heureux de la question de Raskolnikov, jusque-là silencieux. « Hé, hé, hé! Mais il faudrait l'écarter, monsieur Razumikine, pour bien faire. »« 2 c'est bon, 3 c'est trop, monsieur Razumikine. Ce n'est pas ça. Et puis il est étranger à l'affaire. Voilà qu'il accourt chez moi tout pâle. Bah, que le Seigneur soit avec lui. Pourquoi le mêler à l'histoire? Et savez-vous quel sujet est ce Mikolka, je veux dire, tel que je le comprends? Tout d'abord, c'est un enfant mineur. Et ce n'est pas qu'il soit poltron, il est simplement quelque chose dans le genre d'un artiste. C'est ainsi, ne riez pas de ce que je le caractérise ainsi. Il est innocent et sensible. Il a du cœur. C'est un fantasque. Il sait chanter et il sait danser. Il sait si bien compter, dit-on, qu'on venait de loin pour l'écouter. Il va à l'école. Il lui arrive de rire jusqu'à se rouler par terre parce qu'on lui a montré un doigt. Il se saoule jusqu'à l'inconscience. Non par vice, mais à l'occasion, quand on l'énivre, comme un enfant. Il a volé, alors, et il ne le savait pas, car ce n'est pas voler que de ramasser par terre. Savez-vous que c'est un raskolnik, ou plutôt un sectaire quelconque? Il y a eu des Bégouni dans sa famille. Et il n'y a pas longtemps, il a été 2 ans sous l'obédience spirituelle d'un starets. Au village, j'ai appris tout cela par Mikolka et les gens de Zaraïsk, son pays. Et ce n'est pas tout. Imaginez-vous qu'il a voulu s'enfuir dans le désert, devenir ermite. Il avait la vocation. Il priait Dieu la nuit, il lisait les livres antiques, véritables, et se perdait là-dedans en corps et âme. Pétersbourg l'a fort influencé, surtout le sexe faible, ainsi que le vice. Il est fort impressionnable, il a oublié le starets et tout le reste. Je sais qu'il a plu à un artiste peintre d'ici, lequel est allé le voir, mais ensuite est arrivée cette affaire. Il a pris peur. Il était prêt à se pendre, à s'enfuir.
Que faire lorsque de pareilles idées au sujet de notre justice sont ancrées dans le peuple ? Ils ont peur de ce que la machine judiciaire ne les entraîne mécaniquement vers la condamnation. Ils ont même un mot pour désigner cela. Qui est le coupable ? Voilà la question à laquelle les nouveaux tribunaux pourront répondre. Ah là là, je ne demanderai pas mieux que le Seigneur leur donne ce pouvoir. Bon. Le vénérable Staretz lui revint en mémoire. La Bible réapparut aussi. Savez-vous ce que signifie pour certains d'entre eux le mot « souffrir » ? Il ne s'agit pas de souffrir pour quelqu'un, non. Ils se disent simplement qu'il faut souffrir un peu. Il s'agit donc d'accepter une souffrance. Et tant mieux si elle vient des autorités. De mon temps, il y avait un prisonnier qui était depuis 1 an sous clé. Il grimpait la nuit sur le poêle. Il lisait la Bible et il s'était enfoncé corps et âme dans cette lecture. Cela lui tourna la tête. Un jour, il détacha une brique du poêle et la jeta à la tête du chef-garde, sans autre provocation de ce dernier. Mais il faut voir comment il l'avait lancée. Il avait visé à une aune sur le côté, pour ne faire aucun mal aux gardes. Alors, vous savez quel est le sort réservé aux prisonniers qui font une agression à main armée contre l'autorité. Et voilà, il avait donc accepté la souffrance. Eh bien, je soupçonne maintenant Mikolka d'avoir voulu expier, ou quelque chose de ce genre. Cela je le sais à coup sûr, avec des faits à l'appui. Seulement, il ignore que je le sais. Ne concevriez-vous pas, par hasard, qu'un tel peuple puisse engendrer des gens aussi fantastiques ? Mais il y en a des tas. Le Staretz de jadis reprend de nouveau possession de son esprit, surtout après qu'il eut essayé de se pendre. Du reste, il viendra bientôt me raconter tout lui-même. Vous pensez qu'il tiendra le coup ? Attendez un peu, et il viendra déballer son histoire. J'attends qu'il vienne renier sa déposition d'un moment à l'autre. Je me suis pris d'affection pour Mikolka, et je l'étudie à fond. Et qu'auriez-vous pensé ? Il répond avec beaucoup de justesse sur certains points. Il avait donc reçu les renseignements nécessaires et il a su préparer ses réponses avec astuce. Mais sur d'autres points, il ne sait rien. Ses réponses ne riment à rien du tout. Il ne sait pas lui-même qu'il ne sait rien. Non, petit père Rodion Romanovitch, ce n'est pas de Mikolka qu'il s'agit dans cette affaire. C'est une affaire fantastique, sombre, moderne, un événement de notre temps où le cœur de l'homme est devenu trouble, où on a dit que le sang purifie, où on prêche la vie confortable. Il y a là des rêves livresques, l'audace du premier pas, mais c'est une audace d'un genre spécial. Il s'est bien décidé à faire ce premier pas, mais après cela, il y a eu une rupture. C'était comme s'il était tombé dans un précipice, ou du haut d'un clocher. Il alla commettre son crime comme s'il était poussé par une force étrangère. Il a oublié de fermer la porte derrière lui, mais il les a tuées toutes les deux, d'après sa théorie. Il a tué, mais il n'a pas su s'emparer convenablement de l'argent, et ce qu'il a volé, il est allé le cacher sous une pierre. Et, non content d'avoir souffert 1000 morts lorsqu'on agitait la sonnette, et qu'on secouait la porte derrière laquelle il se trouvait, il se retourne vers l'appartement vide, dans un demi-délire, pour se rappeler le tintement de la sonnette et pour éprouver à nouveau le même frisson dans le dos. Mais laissons cela. Il était malade. Et voici autre chose. Il a tué, et il se considère comme un honnête homme. Il méprise les autres hommes. Il erre comme un ange pâle. Non, ce n'est pas le fait de Mikolka, Rodion Romanovitch, mon cher. Ce n'est pas le fait de Mikolka. Ces dernières paroles, après tout ce qu'il avait dit, après cette espèce d'abjuration qu'il venait de faire, étaient par trop inattendues. Raskolnikov frissonna comme s'il avait été transpercé. « Alors, qui a tué ?» demanda-t-il, perdant le souffle, d'une voix qu'il ne put raffermir. Porphyrie se renversa sur le dossier de la chaise, comme s'il avait été stupéfait par le caractère inattendu de la question. « Comment ça ? Qui a tué ?» prononça-t-il, comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. « Mais vous ?
avez tué Rodion Romanovitch. C'est vous qui avez tué, ajouta-t-il à voix très basse, d'un accent absolument convaincu. Raskolnikov bondit du divan, resta debout quelques secondes, puis se rassit, sans dire un mot. Les mêmes convulsions parcoururent encore son visage. « Votre lèvre frissonne de nouveau, comme l'autre fois, » murmura Porphyrie avec compassion, eût-on dit. « Je crois que vous m'avez mal compris, Rodion Romanovitch, » ajouta-t-il après un instant de silence. « C'est pour cela que vous avez été tellement surpris. Je suis venu précisément pour tout dire, et pour conduire l'affaire au grand jour. »« Ce n'est pas moi qui ai tué, » chuchota Raskolnikov avec indécision, comme un enfant effrayé, surpris en faute. « Si, c'est vous, Rodion Romanovitch. C'est vous, et personne d'autre n'aurait pu le faire, » répondit Porphyrie avec sévérité et conviction. Ils se turent tous les deux, et leur silence dura si longtemps que c'en fut étrange. Une dizaine de minutes. Raskolnikov s'était accoudé à la table et s'ébouriffait silencieusement les cheveux. Porphyri Petrovitch attendait. Soudain, Raskolnikov lui jeta un coup d'œil méprisant. « Vous enfourchez de nouveau votre vieux cheval, Porphyri Petrovitch. Toujours les mêmes procédés. Je ne comprends pas que vous n'en ayez pas assez. » « Laissez donc. Qu'ai-je besoin de procéder pour l'instant ? Ce serait bien autre chose s'il y avait des témoins. Mais nous parlons en tête à tête. Vous voyez bien que je ne suis pas venu pour vous faire la chasse comme à un lièvre. Que vous avouiez ou non, c'est indifférent pour le moment. Pour moi, je suis convaincu sans cela. »« Si c'est ainsi, pourquoi êtes-vous venu ?» demanda Raskolnikov avec irritation. « Je vous pose à nouveau la même question. Si vous me considérez comme coupable, pourquoi ne me mettez-vous pas en prison ? » ?»« Quelle question ? Je vous répondrai point par point. En premier lieu, il n'est pas avantageux de vous arrêter directement. »« Comment ça ? Pas avantageux ? Puisque vous êtes convaincu, vous devez... »« Et qu'est-ce que cela peut faire, que je sois convaincu ? Tout cela, ce ne sont que mes idées. Et pourquoi vous mettrais-je au repos ? Vous savez que c'est au repos, puisque vous demandez qu'on vous y mette. Par exemple, je vous amènerai l'homme pour une confrontation, et vous lui diriez « Tu étais saoul. Qui m'a vu avec toi ? Je t'avais pris pour un ivrogne, et d'ailleurs tu étais ivre. Que me resterait-il à faire ? Rien. Et ce, d'autant plus que votre version serait plus vraisemblable que la sienne, parce que la sienne ne serait basée que sur la seule psychologie, ce qui ne s'harmonise pas avec sa trogne, tandis que vous toucheriez le point juste parce que ce chenapan n'est que trop connu comme un ivrogne. Et puis, je vous ai déjà avoué sincèrement plusieurs fois que cette psychologie est une arme à double tranchant, et que le deuxième tranchant est plus acéré et plus vraisemblable que le premier, et je n'ai pour le moment aucune autre arme contre vous. Et bien que je doive quand même vous faire arrêter, et que je vienne moi-même, contre tous les usages, vous en avertir, je vous dis franchement, encore une fois contre les usages, que cela n'est pas avantageux. Bon, en deuxième lieu, je suis venu chez vous parce que... Eh bien, en deuxième lieu, Raskolnikov suffoquait toujours. Parce que, comme je vous l'ai expliqué hier encore, je me considère comme redevable envers vous d'une explication. Je ne veux pas que vous me preniez pour un monstre, d'autant plus que je suis, en toute franchise, bien disposé envers vous, que vous le croyez ou non. En conséquence, et en troisième lieu, je suis venu vous faire une proposition ouverte et franche. Venez vous dénoncer. Cela vous sera avantageux, et à moi aussi, parce que je serai quitte de cette histoire. Eh bien, est-ce assez franc de ma part ? Raskolnikov réfléchit une minute. Écoutez, Porphyri Petrovitch, vous dites vous-même qu'il ne s'agit que de psychologie, et pourtant vous vous engagez en plein dans les certitudes mathématiques. Qu'arriverait-il si vous vous trompiez à présent ? Non, Rodion Romanovitch, je ne me trompe pas.
Je possède un bout de fait. Je l'ai trouvé l'autre jour. C'est Dieu qui me l'a envoyé. Quel bout de fait? Je ne vous le dirai pas. D'ailleurs, en tout cas, je n'ai plus le droit de tarder davantage. Je vais vous faire arrêter. Alors, réfléchissez. Pour moi, à présent, la chose est indifférente. Par conséquent, c'est pour vous que je me donne du mal en ce moment. Et je vous jure que ce serait mieux si vous vous dénonciez, Rodion Romanovitch. Raskolnikov sourit méchamment. Ce n'est pas seulement ridicule, c'est même impudent. Allons, même si j'étais coupable, ce que je ne dis nullement, eh bien, en l'honneur de quoi irais-je me dénoncer, puisque vous dites vous-même que ce serait une mise au repos? Oh là, Rodion Romanovitch, ne croyez pas entièrement aux mots qu'on dit. Peut-être ne serez-vous pas absolument au repos. Ce n'est qu'une théorie. Ce n'est que ma théorie. Et je ne suis pas une autorité en la matière. Peut-être que je vous cache encore quelque chose en ce moment. Pourquoi irais-je tout vous dévoiler? Et puis cette question de l'avantage. Mais savez-vous quelle diminution de peine vous obtiendriez? Vous rendez-vous compte de l'importance du moment que vous auriez choisi pour vous dénoncer? Réfléchissez-y. Vous vous dénonceriez à un moment où un autre s'est déjà chargé de la culpabilité du crime et où il a brouillé toute l'affaire. Et moi, je vous le jure devant Dieu, j'arrangerai les choses, là-bas, aux assises, pour que votre dénonciation soit prise pour une chose absolument spontanée. Je vais détruire toute cette psychologie, anéantir toutes les suspicions qui pèsent sur vous, si bien que votre crime se présentera comme le résultat d'une altération de la raison, parce que c'est cela, en effet. Je suis un homme honnête, Rodion Romanovitch, et je tiendrai parole. Raskolnikov baissa la tête. Il se taisait tristement. Il réfléchit longtemps. Enfin, il eut de nouveau un sourire. Mais ce sourire était à présent doux et triste. « Non, prononça-t-il, comme s'il n'avait plus rien à cacher à Porphyrie. C'est inutile. Il ne m'en faut pas de votre diminution de peine. »« C'est ce que je craignais !» s'écria Porphyrie avec feu, et aurait-on dit involontairement. « C'est ce que je craignais, que vous ne voudriez pas de notre clémence !» Raskolnikov lui jeta un regard triste et profond. « Ne dédaignez pas la vie, continua Porphyrie. Vous en avez encore une bonne partie devant vous. Pourquoi donc ne vous faudrait-il pas de réduction de peine? Vous êtes un homme impatient. De quoi ai-je encore une bonne partie devant moi? De la vie. Qu'en savez-vous? Seriez-vous un prophète? Cherchez et vous trouverez. Peut-être Dieu vous attendait-il à ce tournant? Et puis, on ne vous mettra pas les chaînes pour l'éternité. Il y aura une réduction, dit Raskolnikov en riant. Seriez-vous saisi de honte bourgeoise? Peut-être en êtes-vous saisi, sans le savoir, car vous êtes jeune. Pourtant, ce n'est pas vous qui devriez avoir peur ou avoir honte de vous dénoncer. Bah, je m'en fiche, balbutia Raskolnikov avec mépris et dégoût, comme s'il n'avait pas envie de parler. Il se souleva, comme s'il avait voulu sortir. Mais il se rassit, avec un désespoir visible. « Vous vous en fichez? Vous avez perdu confiance et vous croyez que je vous flatte. Mais avez-vous donc si longtemps vécu? Comprenez-vous donc tellement de choses? Vous avez inventé une théorie, et puis vous avez eu honte de votre échec, honte de ce que cela manqua d'originalité. Votre acte se trouva bien être infâme, mais vous n'êtes quand même pas un infâme individu sans espoir. Vous n'êtes pas tellement infâme, vraiment. Au moins, vous ne vous êtes pas cassé longtemps la tête, vous en êtes venu immédiatement aux décisions extrêmes. Pour qui je vous prends? Je vous prends pour un de ceux qui regarderaient avec un sourire leur tortionnaire leur arracher les boyaux, dans le cas où il se serait trouvé une fois ou un dieu. Alors, trouvez, et vous pourrez vivre. Vous devez depuis longtemps changer d'air. Eh bien, la souffrance, c'est bon aussi. Souffrez un peu,
Mikolka a peut-être raison de vouloir de la souffrance. Je sais que vous trouvez ça incroyable, mais vous feriez mieux de ne pas philosopher. Abandonnez-vous franchement au courant de la vie, sans réfléchir. Ne vous inquiétez pas, ce courant-là vous rejettera sur le rivage et vous remettra sur pied. Sur quel rivage? Qu'en sais-je? Je suis sûre que vous vivrez longtemps. Je sais que vous prenez mes paroles pour un sermon appris par cœur, mais peut-être vous en souviendrez-vous plus tard, et cela vous servira-t-il. C'est pour cela que je vous le dis. Il vaut mieux que vous n'ayez fait que tuer une petite vieille. Si jamais vous aviez inventé une autre théorie, vous auriez peut-être fait quelque chose de 100 000 fois pire. Il faut peut-être même que vous remerciez Dieu. Qu'en savez-vous? Peut-être Dieu vous réserve-t-il pour quelque chose? Ayez un grand cœur et soyez moins peureux. Auriez-vous peur de la grande tâche future? Vous devriez avoir honte de cette peur. Puisque vous avez fait le premier pas, alors prenez courage. C'est juste. Accomplissez ce qu'exige la justice. Je sais que vous n'y croyez pas, mais, je vous le jure, vous ne périrez pas. Vous vous y ferez. Mais maintenant, il y a trop peu d'air. De l'air. De l'air. Raskolnikov frissonna. « Mais pour qui vous prenez-vous » s'écria-t-il. « Pour un prophète ? De quel droit vous donnez-vous ces airs tranquilles et glorieux pour laisser tomber ces prophéties du haut de votre sagesse ? Pour qui je me prends ? Je me prends pour un homme fini, c'est tout. Je suis un homme qui sent, sans doute, qui compatit, qui sait quelque chose, mais un homme absolument fini. Vous, c'est autre chose. Dieu vous a préparé une vie, qui peut-être passera aussi comme une fumée et qui ne laissera rien. Peu importe que vous changiez de milieu, quand même, ce n'est pas le confort que vous regretteriez avec un cœur comme le vôtre. Peu importe que vous soyez dérobé aux yeux de tous pendant si longtemps. Ce n'est pas le temps qui importe, c'est vous-même. Devenez comme le soleil et tout le monde vous verra. Le soleil doit, avant tout, être soleil. Pourquoi souriez-vous encore ? Parce que je joue au Schiller ? Je parie que vous pensez que je cherche à vous amadouer. Eh bien, peut-être est-ce ainsi, en somme. Hé, hé, hé. N'ajoutez pas foi à ma parole, Rodion Romanovitch, cela vaudra mieux. Ne croyez même pas tout ce que je vous dis. Ma nature est telle, j'en conviens. Mais voici ce que j'ajouterai. Je crois que vous pouvez évaluer vous-même jusqu'à quel point je suis vile et jusqu'à quel point je suis honnête. Quand allez-vous me faire arrêter ? Mais je pense vous laisser courir encore un jour ou deux. Réfléchissez, très cher, et priez Dieu aussi. Et puis, c'est plus avantageux, je vous le jure. Et si je m'enfuyais ? Demanda Raskolnikov avec un bizarre sourire. Non, vous ne vous enfuirez pas. Un paysan s'enfuirait, un adhérent des idées à la mode, laquais de la pensée des autres, s'enfuirait, parce qu'il suffit de mettre un doigt sous le nez d'un de ces messieurs pour qu'il croie toute sa vie durant ce que vous avez avancé. Tandis que vous ne croyez plus à votre théorie. Avec quoi vous enfuiriez-vous ? Et qu'obtiendriez-vous en vous enfuyant ? L'exil est mauvais et difficile, et il faut avant tout, dans la vie, une situation déterminée, une atmosphère correspondante. Trouveriez-vous une atmosphère convenable dans l'exil ? Vous vous enfuiriez, puis vous reviendriez de vous-même. Vous ne pourriez pas vous passer de nous. Et si je vous mets en prison, vous y resterez 1 mois, 2 mois, 3 mois même. Et puis, vous vous souviendrez de mes paroles et vous ferez de vous-même vos aveux, d'une façon tout inattendue pour vous. Vous ne saurez pas que vous allez avouer 1 heure avant de le faire. Je suis même sûre que vous en arriverez à vouloir accepter la souffrance. Vous ne me croyez pas sur parole maintenant, mais vous y arriverez. Car la souffrance est une grande chose, Rodion Romanovitch, une grande chose. Ne faites pas attention au fait que j'ai engraissé dans le confort. En revanche, je sais, ne vous moquez pas de mes paroles, qu'il y a une idée dans la souffrance. Mikolka a raison. Non, Rodion
Raskolnikov se leva et prit sa casquette. Porfiri Petrovitch se leva aussi. « Vous allez vous promener ? La soirée sera belle, pourvu qu'il n'y ait pas d'orage. Mais, en somme, cela pourrait bien rafraîchir l'air. » Il prit aussi sa casquette. « N'allez pas vous imaginer, Porfiri Petrovitch, » prononça Raskolnikov avec sévérité et insistance, « que j'ai avoué aujourd'hui. Vous êtes un homme bizarre, et je vous ai écouté par pure curiosité. Mais je ne vous ai rien avoué. Souvenez-vous-en. » « Bon, je le sais, je m'en souviendrai. Regardez-moi comme il se trouble. Ne vous inquiétez pas, très cher, il en sera comme vous voudrez. Promenez-vous. Mais je ne peux pas vous laisser vous promener trop longtemps. À tout hasard, j'ai encore une petite prière à vous faire, ajouta-t-il en baissant la voix. Et si jamais l'idée vous venait, pendant ces 48 heures, de clôturer l'affaire d'une manière ou d'une autre, de quelque fantastique façon, par exemple en vous suicidant. Ma supposition est absurde, mais vous me pardonnerez bien, n'est-ce pas? Eh bien, laissez dans ce cas, je vous prie, un mot bref mais explicite. 2 lignes suffiront, 2 lignes seulement, et n'oubliez pas de parler de la pierre, ce sera plus honorable ainsi. Alors, au revoir. Je vous souhaite de bonnes pensées et d'heureuses résolutions. Porfiri sortit, un peu courbé, et en évitant de regarder Raskolnikov. Celui-ci s'approcha de la fenêtre et se mit à attendre avec impatience et irritation que Porfiri eût le temps de sortir dans la rue et de s'éloigner quelque peu. Ensuite, il sortit lui-même, en hâte, de sa chambre.